Bonjour Nat, enchanté qu'on se fasse cette petite interview. Pour une fois, c'est moi qui vais guider. Ouais. On a la chance d'être au Creps. Malheureusement, on a été obligé de changer d'endroit par rapport à ce matin pour faire les interviews parce qu'ils annoncent de la pluie. Donc on s'est mis à couvert. On a encore un peu de vent, mais on devrait tenir. C'est un vrai plaisir de faire cette interview parce que les gens te connaissent de plus en plus, mais ils connaissent pas forcément tout ton parcours et comment tu as pu en arriver jusque-là. Donc si tu veux bien, je vais juste te lancer un tout petit peu sur ton parcours et tes diplômes. Et ensuite, on y reviendra et je te poserai quelques questions de façon à permettre à nos auditeurs de comprendre comment une préparatrice mentale en arrive à faire ce que tu fais aujourd'hui et à être pleinement épanouie. Donc tu es diplômé de l'école de HEC Coaching depuis 2008 et certifié en process communication, on y reviendra, tu nous expliqueras ce que c'est comme méthodologie. Tu accompagnes aujourd'hui toutes les personnes qui sont dans le changement et qui ont envie de vivre les situations d'une façon différente. Tu t'es spécialisé dans plutôt le cadre supérieur et chef d'entreprise et le sportif de haut niveau de plus en plus. Et c'est ce que tu me disais hier quand on a dîné, que tu avais de plus en plus de sportifs de haut niveau dû à une médaille olympique. Bravo! Tu nous expliqueras aussi les conditions de cet encadrement. Depuis 2008, alors de ce que j'ai pu lire, j'ai pris des notes, tu as réalisé environ 5000 heures de coaching. Même plus, ouais. D'accord. C'est des coachings individuels, professionnels, c'est en groupe. Là aussi, tu distingueras les différentes formes de ton activité. Et depuis 2012-2018, tu t'es un peu plus spécialisé dans des sportifs de haut niveau. Je me trompe ou pas? En tout cas, c'est là que j'ai démarré l'activité accompagnement de sportifs de haut niveau. Ouais. D'accord. Pour démarrer cette interview, et on va reprendre au fur et à mesure ton parcours professionnel, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es qui tu es en tant que préparatrice mentale? Comment t'en es venue là en fait? Qu'est-ce qui t'a dirigé vers cette voie-là? Alors moi, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire dans la vie. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal à m'orienter après le bac. Donc j'ai atterri dans une université où j'ai fait administration économique et sociale. En gros, c'est la voie des gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Donc j'ai fait ça 4 ans avec à un moment donné quand même une petite spécialisation dans la gestion d'entreprise. Et puis après un bac plus 5, je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce que j'ai plusieurs diplômes en poche, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là je me suis dit quand même, je suis hyper attirée par les ressources humaines, par l'humain. Donc j'ai fait des recherches. Alors les diplômes en RH m'intéressaient pas du tout. En revanche, à un moment donné, je trouve une formation qui s'appelle Dynamique humaine et développement de l'organisation. Et c'est là que je commence à me dire que travailler sur le changement humain, ça me plaît. Donc je postule, je suis prise. Quel âge tu as? J'ai 22 ans, je crois. Ouais, je dois avoir 22 ans. J'intègre cette formation qui à la base est un MBA canadien qui a été repris par une université française. La formation dure 18 mois, elle est longue et c'est déjà du développement personnel. D'accord. Donc je sors de là avec plein d'idées en tête, un peu secouée parce que c'est les premières années de développement personnel et je suis jeune. Donc suite à ça, j'intègre une entreprise. Comme directrice de projet de changement. Donc tu testes directement? Donc directement, je suis recrutée pour accompagner des projets de changement qui impactent beaucoup les humains. Donc là, je fais mes armes pendant plusieurs années, puis je finis au bout de 7-8 ans par prendre un très gros projet stratégique auprès d'un dirigeant pendant 2 ans pour une grosse transformation culturelle. Et là, je suis vraiment confrontée à la résistance humaine sur un groupe de 2000 personnes. J'accompagne donc les 2000 personnes à changer. J'ai une équipe avec moi de 150 personnes pour faire bouger le système. Et là, c'est dur, vraiment dur. Et puis là, je commence à me poser plein de questions en me disant il va falloir que je continue à me former, il faut que j'aille plus loin.
Et puis au bout de 2 ans de ce projet-là... Tu étais mentorée, tu avais quelqu'un qui te secondait? Oui, j'avais un mentor et j'étais moi-même accompagnée dans la prise du poste plus stratégique. Dernier projet que j'ai géré, j'ai reçu le besoin d'être, j'ai ressenti le besoin d'être accompagnée et c'est ma première rencontre avec un coach qui m'accompagne pour que je prenne les bonnes postures stratégiques par rapport au projet que j'allais manager. Et 2 ans après, je décide de me former au coaching moi-même. Et là, j'intègre l'école de coaching d'HEC à Paris. Et là, c'est la révélation que la suite, ce sera toujours du changement humain, mais en revanche de manière plus fine et plus individualisée. J'étais d'abord sur du leadership, embarquer des groupes, etc. Et là, je ressens le besoin d'affiner et de transformer tout ce que j'ai appris pour accompagner de manière plus profonde et plus fine les gens. Donc après cette formation-là, je boucle le projet qui était en cours. Et je décide de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais, de prendre 6 mois pour réfléchir, pour laisser décanter. J'ai vraiment eu besoin de vivre cette période où je me laisse aller, où je laisse maturer tout ce que j'ai fait bouger en moi. Et puis au bout de 6 mois, je rejoins un cabinet de coaching et consulting à Paris. Je travaille sur des belles missions à la Fédération française de foot, à la Caisse d'épargne, etc. Et puis progressivement, je m'installe dans le métier de coach individuel où je... T'es pas encore à ton compte? Je suis pas encore à mon compte, je travaille pour une entreprise. Et puis à un moment donné dans ma vie, je rencontre mon futur mari, qui est dans la région de Toulouse. Et puis à un moment donné, les allers-retours Toulouse-Paris, Paris-Toulouse m'ont épuisée. Et puis je décide de venir m'installer ici. Donc je plaque encore une fois tout ce que j'ai à Paris, parce que j'étais à Paris à l'époque. Et puis je fais un enfant entre-temps, donc je reprends du temps pour réfléchir. Et puis à un moment donné, je commence à m'ennuyer et je me dis, je vais monter ma boîte. Donc là, tu as... Là, j'ai 33 ans. Ouais, même plus, attends, non, un peu plus en fait. Non, j'en ai 36. J'en ai 36. J'en ai 36 et là, je décide de monter ma boîte. Donc, je mets sur les réseaux sociaux que je suis à Toulouse, que je monte ma boîte. Et puis là, j'ai des copains parisiens qui me disent on a des gros comptes à Toulouse. Est-ce que tu peux bosser pour nous? Et là, je dis OK, mais à mon compte, en sous-traitance. Et puis, c'est là que je crée NB Conseil et que je commence à développer ma propre activité. Et puis, comme mon mari est kiné ostéopathe dans le sport de haut niveau, je commence à rencontrer des sportifs et qui me disent j'aime bien ton approche et j'aimerais que tu me coaches. Et là, je me sens pas du tout légitime pour coacher des sportifs parce que j'ai pas de formation de préparation mentale. Et puis je réfléchis et je me dis mais finalement quand j'étais Quelle différence il y a entre la formation HEC coaching en entreprise, ouais. Maintenant que tu as fait les deux en tant que préparatrice mentale, quelle différence notable tu peux mettre en avant? Alors, notable, finalement... Les gens comprennent bien. Oui, notable, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a une, en tout cas, dans les outils qu'on va utiliser. Et c'est vrai qu'on va plus loin dans comment marche ton cerveau, comment marche ton mental, qu'est-ce qui se passe dans ta tête dans les moments de pression, dans l'émotionnel, etc. Donc, ça m'a obligée à me former et aller plus loin, en fait, dans cette compréhension des mécanismes au niveau mental, au niveau de l'ego, au niveau de l'émotionnel, en fonction de l'environnement dans lequel tu évolues. Donc je me forme et puis là j'accompagne un sportif, puis 2, puis 3 et puis au fur et à mesure je vois bien que ça les aide à exprimer davantage de potentiel, ça libère en fait des choses et puis jusqu'à effectivement un accompagnement qui est assez marquant pour moi, c'est en 2018. J'ai un athlète de haut niveau qui vient me voir parce qu'il ne performe pas dans les moments les plus importants alors qu'il est de plus en plus souvent favori sur des compétitions mondiales, voire les JO, mais il termine à la 6e place. Quelle activité? Dans l'aviron. Donc on enclenche un accompagnement. 6 mois plus tard, on a un premier test qui est un championnat du monde. Donc on fait déjà les premiers réglages et là, il décroche une médaille d'or, il devient champion du monde, derrière champion d'Europe. Et là, on part sur la route des JO de Tokyo en 2020, en principe. Donc, tout le parcours international qu'on avait jusqu'aux JO devait nous servir d'expérimentation pour tester des choses, pour être prêt aux JO de Tokyo. Alors, on a rencontré forcément pas mal d'embûches avec toute la période Covid, etc., où en termes de motivation, c'est pas simple à gérer.
parce que tu es au bon niveau et puis d'un coup tout s'arrête et tu te retrouves dans ton appart à faire du rameur et du vélo chez toi pendant plusieurs heures par jour. Donc il faut tenir la route avec une perspective de JO qui s'éloigne de jour en jour, avec beaucoup d'inconnus. Donc on a géré ça, on en a fait une opportunité. On s'est dit c'est une opportunité de s'accrocher, de développer probablement des nouvelles capacités pour s'adapter, pour gérer la motivation, etc. Et puis on a avancé comme ça jusqu'à Tokyo et puis Tokyo arrive et puis là il décroche une médaille d'or et là c'est juste pour moi aussi l'aboutissement. C'est aussi une partie. Ouais, j'ai un petit bout de cette médaille et puis je l'ai vécu pleinement, c'est-à-dire avec énormément d'émotions. Enfin je veux dire, je crois que d'ailleurs là je vais pas pouvoir te décrire ce qu'on vit quand on décroche une médaille d'or au JO, c'est indescriptible. Je l'ai dans les tripes, là, quand je t'en parle, j'ai les poils comme ça, mais je ne peux pas t'expliquer ce que c'est. C'est un tsunami, c'est un truc exceptionnel, une aventure humaine qui est incroyable. Et après ça, j'ai compris pourquoi je faisais ce métier. Et je fais ce métier-là pour vivre ça, en fait. Pour vivre des choses extrêmement fortes avec d'autres humains, dépasser ensemble nos limites, se remettre en question chaque jour, se dire qu'on peut toujours aller plus loin et qu'on n'est jamais arrivé. C'est mon pourquoi en fait. Ouais. C'est quelque chose que j'ai mis en avant sur mon discours d'introduction sur le séminaire. Et tu vois, quand je suis descendu de Paris à Toulouse et me dire je vais me retrouver dans la même salle de classe qu'il y a 22 ans. Et quand je les ai tous regardés, je me suis dit je suis de l'autre côté du bureau et maintenant je suis persuadé de ce pourquoi en fait. Et c'est là où ça prend tout son sens. Alors c'est a posteriori bien évidemment, mais c'est effectivement des moments de ta carrière où tu t'extrais un tout petit peu, où tu as cette fameuse métaposition et où tu te dis waouh, je vis d'une passion et à travers une passion. Et ça, on a la chance de le vivre. Et il faut aussi, et je pousse souvent les élèves du mastermind à vraiment creuser sur cette question essentielle de pourquoi ils font ça, leur pourquoi profond. Et tout au long du séminaire, puisque tu interviens aussi sur la formation du mastermind, quand on a travaillé sur le développement, sur les premiers modules, les premiers zooms de développement perso, c'est aussi arriver à détecter cette zone de génie. Donc, quelle est ta zone de génie? Bon, je pense que tu as déjà donné beaucoup d'éléments de réponse. Ma zone de génie, elle est vraiment dans ma sensibilité, dans mon intuition. Je fais énormément confiance à ce que je perçois chez les autres et j'ai cette espèce de faculté naturelle de percevoir ce qui n'est pas dit. Et c'est là qu'il faut aller travailler en fait. Et moi, mon job, c'est vraiment d'attraper tout ça et de le remettre dans le champ et d'en faire quelque chose. Et en plus de ça, tu as les outils pour pouvoir le faire. Et bien sûr, en plus, j'ai des outils qui vont derrière me permettre d'aller le travailler en fait. Ok, on enchaîne sur le ProcessCom parce que c'est ces fameux outils. On entend souvent parler de différents types de méthodologies. Toi, une sur laquelle tu t'appuies, tu aimes t'appuyer, c'est le ProcessCom. Ça correspond à quoi? C'est un outil de profil de personnalité et ce que j'aime moi dans celui-là, c'est qu'il est évolutif. Ça veut dire qu'en gros, tu as une structure de personnalité, tu t'es construit d'une certaine manière en 6 étages, il utilise 6 étages. On a tous les 6 étages, en revanche, la hiérarchie de nos étages n'est pas la même. Et ce qui va faire qu'on va avoir une écologie de système qui va être différente d'une personne à l'autre. Ce qui va générer aussi des sources de motivation qui vont être différentes. Donc si je reprends les 2 athlètes en aviron, ils sont sur le même bateau, ils ont le même objectif, mais ils ne rament pas pour les mêmes raisons. Et ça, effectivement, pour entretenir ta motivation, pour fixer des objectifs, c'est hyper important à connaître. Tu peux aller à contrario si le binôme Exactement. Exactement. Moi, tu me dis, par exemple, moi, compte tenu de mon profil de personnalité, si tu me dis, Nat, je vais t'aider à développer tes compétences, ça ne me parle absolument pas et je n'ai pas envie. Par contre, si tu me dis, Nat, je vais t'aider à réaliser des exploits, mais moi, je viens. Et c'est pas la même chose. En revanche, quelqu'un qui est sensible à développer sa compétence, à devenir un expert, si je lui dis viens, on va réaliser des exploits, ça lui parle pas en fait. Tu vois ? Et donc cet outil, il nous apporte vraiment des clés qui vont nous permettre de gagner du temps et d'optimiser le système de la personne. Ok. C'est aujourd'hui des formations que tu proposes. Comment ça se passe si jamais il y a des gens qui veulent aller vers ça? Où est-ce qu'ils vont prendre les renseignements? Comment ça fonctionne? Alors moi, je suis certifiée coach
en accompagnement individuel, mais aussi collectif avec la ProcessCom. Donc, si quelqu'un souhaite travailler là-dessus, moi, je lui fais passer son profil. Derrière, je lui fais son débriefing pour lui expliquer comment il fonctionne, lui donner quelques clés. Et ensuite, je peux continuer à l'accompagner en fonction de ses besoins. Et pareil, sur des équipes, je fais passer le profil à l'ensemble de l'équipe. On fait une cartographie d'équipe et on voit comment optimiser le potentiel de l'équipe. De façon à avoir une meilleure communication à l'intérieur. En plus, ça s'appelle aussi process communication. C'est vraiment l'objectif, notamment dans l'équipe, c'est de fluidifier les relations et fluidifier vraiment les modes de collaboration. En utilisant finalement le talent et la richesse naturelle que chacun va pouvoir apporter. Il n'y a pas une personnalité qui est meilleure qu'une autre. Non, toutes les personnalités sont OK. Et l'idée, c'est quand on est en équipe, de savoir optimiser finalement le talent naturel de chacun et de le mettre au service du collectif. On s'en est rendu compte et on en a beaucoup discuté ensemble pendant des années, et y compris avec Laurent aussi, qui est ton mari. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu que vous interveniez aussi sur ce programme. Les gens ne se connaissent pas suffisamment en fait. Et dans des métiers où on accompagne d'autres personnes, je pense qu'il est essentiel en fait de d'abord se connaître correctement pour justement améliorer cette communication avec l'autre. Tu penses quoi de ce point ? En fait, effectivement, ça c'est hyper important ce que tu dis, parce que à partir du moment où je vais accompagner l'autre, je vais l'accompagner dans des zones aussi de vulnérabilité. Et si moi, je n'ai pas rencontré mes zones de vulnérabilité, je ne pourrais pas accompagner correctement l'autre pour rencontrer les siennes. Pourquoi ? Parce que les siennes vont résonner dans les miennes. Je risque d'être un peu déstabilisée. Il y a des endroits où je ne vais pas aller parce que je vais être gênée, je vais être dérangée. Et en revanche, si j'ai travaillé dessus et que je suis OK avec mes propres zones de vulnérabilité, je vais pouvoir aller plus facilement rencontrer celle de l'autre et l'accompagner dans les siennes. Ouais, tu sais que ta personnalité, tu as tant de pourcentage d'énergie à consacrer à tel domaine de ta personnalité, et tu t'organises en fonction de ça en fait. Ouais, alors je te donne mon exemple. Par exemple, moi, l'étage justement process, organisation, chez moi, c'est pas le plus développé. Moi, ce qui est très développé, c'est le côté très intuitif, sensation, etc. Donc, admettons que j'accompagne quelqu'un qui est ingénieur et qui a cet étage process, organisation qui est très développé. Moi, je sais que il va falloir que j'aille quand même dans cet étage-là pour l'accompagner au mieux. Il faut que je sois OK pour y aller, en fait. Et que moi, je me sois quelque part réconciliée avec cette part de moi, en sachant que je peux y passer un certain temps et qu'au-delà, je vais être dans l'effort et je vais devenir moins bonne. Donc, je m'organise aussi en conséquence. Ça veut dire que dans une journée où peut-être je vais faire 3 ou 4 coachings, dans l'idéal, il ne faut pas que j'accompagne 3 ou 4 personnes qui ont exactement le même profil et qui seraient complètement à l'opposé du mien. Sinon, à un moment donné, je vais passer en effort. Ouais, tu puisses de l'énergie. Donc, c'est aussi à moi de me créer les bonnes conditions pour être complètement disponible pour mes clients et être dans ma pleine performance, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour toi, ça marche ? Ça marche parce que tu as trouvé ce bon compromis entre ta vie de maman, ta vie de femme, ta vie de chef d'entreprise. Tu vois, c'est ce que je veux venir creuser, c'est essayer que tu partages avec nos auditeurs ton organisation au quotidien. Tu vois ? Alors, il y a 2 questions. La première, pourquoi ça marche ? Déjà, ça marche parce que je crois que je suis alignée à mon essence profonde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai su quelque part pourquoi j'étais sur ce monde-là et ce que j'avais à apporter, les choses ont commencé à se dérouler avec beaucoup de facilité en fait. Et c'est comme si les planètes au fur et à mesure se sont alignées avec moi. À partir du moment où je me suis alignée à moi, les planètes se sont alignées. Après, la seconde question sur mon organisation personnelle, c'est pas facile tous les jours. Pourquoi c'est pas facile tous les jours ? Parce que je suis une passionnée et la passion peut m'aspirer en fait. Et mon point de régulation, c'est mon fils. Mon fils... Les gamins te rattachent au présent. Ouais, dessus. Forcément, parce que alors du coup j'ai des règles très simples. Ça veut dire que moi je passe la moitié des vacances scolaires avec mon fils et mon mari. Donc mon mari a le même principe que moi. Et ça nous oblige à nous arrêter. Et quand on est en famille et en vacances, on coupe. En fait. Alors, bien sûr, parfois, il y a des compétitions hyper importantes. Pendant les JO, par exemple, tu n'es pas en vacances, en fait. Tu t'occupes du sportif que tu accompagnes. Mais voilà, c'est en se fixant des règles, quelques garde-fous, ça nous permet de rester dans un bon équilibre, en fait. Surtout qu'en plus de ça, vous travaillez dans le même endroit.
On travaille dans le même endroit, ouais. Après, ce qui est important aussi, notamment quand on fait mon métier, c'est d'avoir un lieu de supervision. La supervision est essentielle, donc finalement j'ai mon propre coach et moi j'aime bien travailler en groupe, donc je suis dans un groupe de supervision, on se réunit tous les 2 mois à peu près et on fait le point sur où on en est en fait et comment on va. Et si je vais pas bien, je le verbalise et je régule. Et ça assure et ma sécurité dans le métier que je fais, mais aussi, surtout, la sécurité de mes clients. Et ça, c'est essentiel d'être supervisé dans ces métiers-là. Et on le voit bien hein, sur le groupe qu'on a là, ce qui ressort en premier en fait, comme notion, c'est le fait d'appartenir à cette communauté et d'avoir cet échange, de se dire « Ah ben tiens, moi j'ai tel frein ou tel blocage dans mon quotidien » et de suite, il y en a 2, 3 qui vont dire « Ah ben moi aussi j'ai la même chose » et pour autant, cet effet solitude, en fait, quand on n'appartient pas à un réseau ou à un groupe, peut nuire en rebond aux clients qu'on encadre. Tout à fait. Donc du coup, ça m'amène à l'autre question. Pour toi, être riche, ça veut dire quoi? Pour moi, être riche, ça veut dire quoi? Pour moi, être riche, ça veut dire être entouré. C'est être avec les autres, avec des gens qui nous nourrissent, qu'on va nourrir. C'est être dans un échange qui est fructueux pour tout le monde, en fait. Pour moi, c'est ça la vraie richesse. Et puis, je rajouterais d'être dans un environnement personnel aussi qui est apaisant, qui est plein d'amour et qui est sécurisant. Pour moi, c'est ça la vraie richesse. Comment tu vois aujourd'hui le futur de ton métier? Alors ça, c'est une question qui n'est pas évidente pour moi parce que dans mon profil de personnalité, je vis assez dans le moment présent. Et là, tu me demandes de me projeter. Et en tout cas, je pense que mon métier va devoir à un moment donné être un peu régulé. Parce que moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens se lancent dans ce type d'activité sans avoir fait suffisamment de travail sur eux-mêmes. Et là, ça devient dangereux pour les gens qui accompagnent. C'est là où je voulais en venir en fait. On voit de plus en plus aujourd'hui de formations qui pop-up sur les réseaux sociaux, de formations en PNL, en prépa mentale, etc. où on est diplômé online en quelques semaines. Tu penses que c'est un vrai danger? Oui. Moi, je pense que c'est un vrai danger parce qu'on vient plaquer des outils, on vient utiliser des outils avec les gens sans s'intéresser finalement à l'écologie du système des gens. Et ça, c'est hyper dangereux parce que parfois, tu peux faire de l'ancrage, par exemple. Il y a des outils d'ancrage qui sont très bien, mais malheureusement, tu peux ancrer des choses négatives. Et tu vas encore plus les enfoncer, en fait. Et là, tu vas créer plus de dégâts que de bénéfices à long terme. Peut-être qu'à court terme, tu vas avoir un effet waouh, mais à moyen et long terme, tu es en train finalement d'enterrer encore un peu plus des difficultés en fait, et donc de les enraciner davantage. Et pour moi, c'est un risque. Est-ce que tu as eu à reprendre justement et à passer derrière des... Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de devoir derrière reprendre des choses où les gens avaient ancré des croyances ou... sur le stress, sur les émotions, avec par exemple de la psychologie positive, des choses comme ça, où tu enterres tes problèmes mais tu les traites pas en fait. La problématique par exemple dans le sport de haut niveau, c'est que ça va fonctionner, puis le jour où l'athlète est sur une finale de championnat olympique, ça va lui péter à la gueule en fait. Parce que là il va être dans un environnement qui va être complètement différent de ce qu'il vit d'habitude, avec une intensité différente, et il va pas gérer. C'est-à-dire que les outils que tu as collés, tout va se fissurer et ça va péter en fait. Et c'est en ça que pour moi, plaquer des outils sans s'intéresser au système dans son intégralité et être rentré dans les profondeurs de la personne, ça va devenir dangereux. Quels sont les types de formations vers lesquelles tu peux orienter quelqu'un qui nous écouterait et qui a envie de se diriger vers ce type de métier? Déjà des formations plutôt longues. Je ne crois pas dans ce métier-là à des formations qui se déroulent sur des temps très courts. Pour moi, pour devenir coach, préparateur mental, il te faut minimum 6 mois à 1 an de formation. Et derrière, au démarrage, il va te falloir beaucoup de supervision. Ça veut dire qu'il va falloir que tu sois supervisé tous les mois. Après, tu vas pouvoir espacer. Tu vois, moi, je suis certifiée, je suis coach depuis 2008 et je pratique, donc ça commence à faire un paquet d'années. Je continue à être en supervision tous les 2 mois et demi, 3 mois. Et tu le resteras. Et je le resterai. En plus, je suis toujours en thérapie.
Moi, je fais de l'art-thérapie au minimum une fois par mois. Ça me permet aussi de continuer à travailler sur moi, de travailler au fur et à mesure mes paquets qui vont remonter aussi sur mon chemin. Et mon devoir, quand j'ai la responsabilité d'accompagner les autres, c'est d'être clean en fait. Et ce cleanage, il se fait tout le temps. T'as envie d'avoir quelqu'un que tu mentores toi aussi? Peut-être c'est déjà arrivé. Mais... Alors j'ai de plus en plus de demandes. Les demandes m'étonnent encore pour l'instant, mais je pense que progressivement je vais être amenée effectivement à superviser d'autres personnes, notamment parce que j'ai créé des méthodes aussi issues du coaching et de la préparation mentale. J'ai créé mes propres méthodes et je crois qu'à un moment donné, il va être important aussi que je transmette ces méthodes que j'ai créées. J'adore. C'est une exclusivité, je n'étais même pas au courant. Alors, je ne sais pas quand, mais je sais que je vais le faire à un moment donné. Voilà, tu vois, je t'ai mené jusqu'à ton futur. En fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Tu m'as aidé parce que ce n'est pas naturel pour moi de le poser. Je sais que ça fait partie de toi et bien évidemment de nos métiers quand on s'occupe des gens. D'avoir cet ADN de bienveillance. Maintenant que tu m'as lancé le truc, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ces méthodes que tu as créées. Qu'est-ce qui en font l'identité et l'exclusivité par rapport aux autres formations et la mission que tu peux te donner, tu vois, et qui va faire ta différence par rapport aux autres préparateurs mentaux. On la voit respirer. Ouais, la question, elle est... En fait, comme tu le disais tout à l'heure, on a tous une zone de génie. Et c'est la zone qui, de mon point de vue, on a le plus de mal à définir. Et qu'on a vraiment du mal à processer, en fait. C'est super compliqué, en fait. C'est super compliqué. Moi, déjà, j'ai à un moment donné mis en place quelque chose qui est très puissant, mais je ne savais pas que c'était très puissant quand je l'ai fait. C'est que j'ai développé un vrai amour inconditionnel de l'autre. Et moi, c'est ce que je pose tout de suite dans la relation, en fait. Je suis pas là pour savoir si tu es quelqu'un de bien, de pas bien. Ça fait pas partie de mon schéma de pensée. Il t'est arrivé de refuser des clients? Jamais, en fait. Ça m'est jamais arrivé. J'ai parfois eu des doutes sur la maturité de la personne à traiter sa question. On en a parlé et on a pu décaler le coaching. Mais j'ai jamais refusé de faire un coaching. Okay. Peut-être tout de suite, de le faire tout de suite, mais on a fini par le faire plus tard. Je te parlais de l'amour inconditionnel de l'autre. Ça veut dire que moi, j'accueille l'autre tel qu'il est et j'ai pas de jugement sur qui il est. Et moi, ma façon de procéder, c'est une découverte. Et je vais aider la personne, moi, au travers de la découverte que je vais faire de cette personne, je vais l'aider à se découvrir et à rencontrer finalement pleinement qui elle est et apprendre à aimer tout ce qu'elle est. Et à partir du moment où elle va aimer tout ce qu'elle est, c'est là qu'elle va pouvoir rentrer dans ses zones d'ombre, dans ses parts vulnérables et qu'elle va pouvoir faire évoluer tout ça. Mais tant qu'elle n'aime pas cette part d'elle, elle ne pourra pas la faire évoluer parce qu'elle est dans le rejet de cette part-là. C'est pas facile d'aller à la rencontre de soi et tu guides bien. Donc on continue, je ne vais pas te lâcher sur ces formations, tu le sais. Je veux en savoir un peu plus et puis je sais que ça te permettra aussi de mettre un peu les choses en avant. Quand est-ce que tu t'es rendu compte en fait que tu avais mis des choses puissantes en œuvre? La médaille? Ou le feedback que tu as pu avoir avec ton mentor, à te dire ah bah tiens j'ai mixé ça ou telle approche et je me rends compte que ça peut être super puissant. Alors je me suis assez vite rendu compte dans mes séances de coaching, dans les accompagnements que je faisais, qu'il se passait quelque chose d'assez puissant qui était au-delà du conscient en fait. Ça se jouait dans un autre champ en fait. Et là, je me suis dit, ok, je pense que j'ai cette capacité à aller travailler dans un autre champ que celui du pur conscient. Et je crois que ma zone de génie, elle est là. On en a souvent discuté ensemble et c'est là toute la difficulté de monter une formation. Et moi, je l'ai vu aussi en ayant ce système de franchise. Les clients te veulent toi parce que c'est aussi ta méthode et ta façon de la mettre en avant et de la présenter et cette sensibilité que tu peux avoir qui fait que les clients te veulent toi. Comment tu résous ce problème si tu y as déjà réfléchi pour monter une formation derrière?
est-ce que tu as des conseils sur ça? Tu vois, de te dire le fait de prendre cette métaposition par rapport à qui je suis, aux outils que j'utilise et comment je vais former les gens pour pas qu'ils soient des doubles de Nathalie Buchetti-Founé, mais qu'ils arrivent à conserver leur identité et qu'ils soient aussi, tout aussi performants ou performantes que je ne le suis. La question, elle est super compliquée pour moi pour l'instant. j'ai pas la réponse. En revanche, si je vais prendre l'exemple des sportifs de haut niveau que j'accompagne et que j'accompagne depuis 3 ans, 4 ans, voire 5 ans. Ce que j'observe, c'est qu'au travers de tout le chemin qu'on a fait ensemble, il y a une vraie ouverture spirituelle aussi. Et je crois que ça passe par ce chemin spirituel-là. Ok, alors, si on parle préparation mentale, qu'est-ce que tu appelles ce chemin spirituel? Alors, on pourrait rester 2 heures, hein, je suis d'accord avec toi. C'est super. T'as 2 heures devant toi ou... Vu que c'est l'heure de l'apéro, peut-être... Voilà, on va nous servir l'apéro. Tu vois, pour désamorcer par rapport à quelqu'un qui pourrait se dire ah ouais, il y a du gourou derrière, ou tu vois, tu comprends le sens de ma question. La préparation mentale, pour moi... c'est pas du gouroutisme, quoi. Ah, pas du tout, pas du tout. Quand est-ce qu'on s'aperçoit, par exemple, qu'on tombe sur un gourou qui nous mange le cerveau? Le gourou, c'est celui qui sait, en fait. Celui dont on devient dépendant. Ouais, c'est celui qui sait ce qui est bien pour toi, en fait, et qui te le dit. Moi, je ne sais pas ce qui est bon pour un sportif. Je vais l'accompagner à découvrir ce qui est bon pour lui, en fait. Je vais l'aider à découvrir quelle est la forme du champion qu'il a à l'intérieur de lui, en fait. Mais ce n'est pas moi qui vais lui dire quel type de champion c'est. Alors, on va avoir quelques outils qui vont nous donner des pistes. C'est ce que tu appelles la spiritualité. C'est ça, c'est ça. Ça veut dire, à un moment donné, s'élever aussi dans sa pleine dimension. Et la préparation mentale, c'est se préparer à canaliser son mental. Le mental, c'est quoi? C'est un flot de pensée incessant qui te balade et finalement, tu n'es pas complètement ici et tu n'es pas complètement conscient de ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est les émotions qui vont te driver. Oui, et beaucoup la pensée. C'est-à-dire que le mental, c'est une partie de toi qui pense toute la journée et qui crée des scénarios. Il crée des scénarios, pourquoi? Pour assurer ta survie, pour détecter tous les dangers, etc. Sauf qu'en fait, tu passes ta vie dans les scénarios, en fait, et tu vis pas vraiment ta vie. Et préparer son mental, c'est apprendre à canaliser cette part de nous et aller dans quelque chose qui est plus grand, parce que le mental, c'est ta tête, sauf que tu es bien plus grand que ta tête. Si je te donne un exemple, tu vis dans une maison de 150 mètres carrés, mais c'est comme si tu passais ta vie dans la plus petite pièce que sont en général tes toilettes. Et moi, mon job, c'est d'apprendre à canaliser ton mental pour te dire, mais habite tes 150 mètres carrés. Parce que dans tes 150 mètres carrés, il y a beaucoup de richesses qu'aujourd'hui, tu n'utilises pas parce que tu vis que dans ta petite boîte. Et pour moi, le développement, c'est habiter l'intégralité de sa maison, en fait. C'est se développer pour habiter tout ça et utiliser au fur et à mesure de plus en plus de potentiel qui est à l'intérieur de nous. Et on le voit souvent, on en a discuté ensemble aussi, hein, les gens qui ont fait ce parcours, parce que c'est aussi une difficulté de rentrer sur ce chemin de la spiritualité, même si ça peut être fun et même si on part à la découverte de soi, on a souvent peur de faire ce chemin-là, parce qu'on a peur de rencontrer certaines choses sur ce chemin. On s'aperçoit aussi que on parle souvent de gens qui ont un aura ou qui ont une personnalité ou qui ont quelque chose de différent et qui rayonnent. Tu penses que c'est des gens qui justement se sont lancés sur ce chemin et ont progressé, qui fait qu'ils arrivent à avoir cette aura et ce type de personnalité, ou c'est inné chez eux? Alors tu as les deux. T'as les deux. Et pour ceux qui l'ont développé, c'est énergétique, hein, ce que tu dis, c'est quelque chose qu'on dégage, que nous les humains, on est capable de capter sans savoir pourquoi on le capte, mais on capte quelque chose en fait. Donc c'est vibratoire, c'est énergétique. Et quand tu rayonnes, c'est que quelque part tu t'es cliné en fait. Et tu as beaucoup moins de parasites que tu en avais avant. Et pour moi, c'est ça tout le chemin de développement, c'est de te libérer d'un ensemble de parasites, notamment au niveau mental, qui créent du désordre. Y compris vibratoire. Et quand tu as du désordre vibratoire, c'est ce qui va donner, je le sens pas ce gars-là.
Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. C'est d'un point de vue vibratoire, tu as capté un truc qui vibre pas bien pour toi. Il y a comme une fausse note et tu l'as ressenti, c'est pour ça que tu dis je le sens pas. Un des premiers mots que tu as pu utiliser lors du début de l'interview, c'est le mot aligné. Oui. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup. On en a discuté avec Pierre sur le précédent séminaire. Et chercher à être aligné aussi, c'est pas je fais le travail et je suis aligné, c'est un travail constant en fait au quotidien qui va faire qu'on essaie toujours de émotionnellement rester stable. Et aujourd'hui on le voit avec toutes les crises qu'on peut traverser, les gens sont de plus en plus perturbés et de plus en plus perturbés rapidement et ça crée des comportements qui ne sont pas forcément logiques. Oui. Quel conseil aujourd'hui dans le quotidien? Alors il y a des méthodes, la respiration par exemple permet de tempérer au niveau du système émotionnel. Est-ce que toi tu as des petits tricks que tu pourrais proposer aux gens en général, de dire pour équilibrer votre système émotionnel, dirigez-vous plus vers ça ou plus vers ça? Alors, des petits conseils. Ouais. Déjà, la première chose, c'est qu'avoir un système émotionnel stable... ça n'existe pas. C'est pas possible. Et on en a besoin. C'est pas possible parce que tu n'as pas le contrôle sur ton émotionnel. Ça arrive avant ton cognitif, donc tu n'as pas le contrôle. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est développer notre conscience émotionnelle, donc notre conscience de notre météo interne, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et... une émotion, comment ça se traite? Une émotion est une messagère. Donc à partir du moment où tu écoutes ton émotion, elle considère que tu as perçu le message, qu'il est reçu, et donc le job est fait. Et donc l'émotion s'estompe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, on le voit avec des enfants, ils ont très peur, tu leur fais parler de leur peur. Et au fur et à mesure qu'ils vont verbaliser leur peur, ils vont s'apaiser en fait. Donc comment gérer ces émotions? C'est apprendre à passer du temps avec ces émotions, avec ces états, apprendre à les qualifier davantage. Et plus tu qualifies ton état, et plus tu le traites, plus tu le gères. Et l'autre point, moi, par exemple, que je travaille beaucoup avec les sportifs de haut niveau, c'est de s'accepter dans son entièreté, et y compris dans ces moments de vulnérabilité. Et comment on peut devenir solide dans des moments où on est vulnérable. Par exemple, moi, il y a des situations dans lesquelles je suis très vulnérable. Qui peut être, par exemple, demain, tu me dis, tu vas faire une conférence devant 1000 personnes, je vais me fissurer. Moi, c'est ma vulnérabilité. Donc, la manière dont je vais me gérer... C'est la kryptonite de Superman. Ouais, c'est ça. Donc, comment je vais me gérer à ce moment-là? Je vais me gérer en me disant, ma vulnérabilité est OK. Et c'est OK d'avoir peur devant 1000 personnes. Et peut-être même que si j'ai très peur, je vais leur dire et je vais partager ma vulnérabilité d'humain avec eux. Et en le faisant, ça m'est déjà arrivé. Alors, j'ai jamais pris la parole devant 1000 personnes. Un jour, ça m'arrivera peut-être. Je te le souhaite. Je l'ai déjà fait jusqu'à 300. Et j'ai dit, waouh, vous êtes 300 devant moi et j'ai super peur, en fait. Mais le fait d'avoir dit, j'ai super peur, j'ai posé ma vulnérabilité et je me suis sentie super bien derrière. Et du coup, tu as créé très certainement un canal d'émotion entre toi. Mais bien sûr, parce qu'il y en a forcément la moitié qui se sont reconnus, qui ont dit « Ah ouais, moi aussi, j'aurais les pétoches à ta place ». Et là, j'ai créé du lien, en fait. Ouais. Donc voilà, le conseil sur l'émotionnel, c'est oser rencontrer votre système, oser rencontrer vos émotions désagréables qu'on a tendance à ranger dans les placards. Elles ont des choses à vous dire, et écoutez-les, et vous allez en apprendre beaucoup sur vous, et au fur et à mesure, vous allez apprendre à gérer ces moments-là. Ok. Maintenant, si tu avais à donner 2-3 petits conseils à une future maman, chef d'entreprise, préparatrice mentale. Le premier conseil, ce sera de ne surtout pas coacher son enfant. Ok, donc c'est la maman qui parle en premier, c'est pas le chef d'entreprise, c'est la maman directe. Il faut vraiment qu'ils vivent ces expériences. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à vouloir éviter que notre enfant vive des expériences difficiles, mais il a besoin de les vivre pour grandir. C'est encore l'antifragilité. C'est ça, il a besoin de les vivre pour grandir, donc il faut l'accompagner dans ses expériences de vie. Et après, l'autre conseil, c'est d'être à l'écoute de ses équilibres. Moi, j'ai besoin d'être avec mon mari, j'ai besoin d'être avec mon fils pour continuer à être performante. Et ça, c'est de la rigueur au quotidien.
pour pas se laisser De l'organisation. Ouais, de l'organisation, pour pas se laisser aspirer par la passion, parce que souvent on est passionné quand on fait ces métiers-là. Et donc c'est d'avoir des points d'ancrage fort. C'est-à-dire concrètement, tu as ton planning et tu as de telle heure à telle heure tu fais ça. Par exemple, moi, dans mon agenda, tous les mercredis matins sont barrés. Et mes mercredis matins, c'est du temps pour moi où je vais courir, où je vais faire du sport ou autre chose. Le week-end, c'est pareil. Et puis la moitié des vacances scolaires sont bloquées. Et là, c'est du temps que je vais passer avec ma famille et à faire autre chose. Qu'est-ce que tu fais pour t'occuper de toi? Footing Ouais, je fais du sport, je fais de l'art-thérapie, j'adore peindre. Donc je fais de l'art-thérapie. Le week-end, je vais me balader en forêt. Moi, j'ai besoin de la nature. C'est tes espaces de liberté mentale. Ouais, c'est ça. Et puis moi, la nature me fait beaucoup de bien. Les couleurs de la nature, je me nourris énormément des couleurs. Donc la forêt, le vert de la forêt me fait énormément de bien. Pour une Parisienne. Ouais. J'aime beaucoup la mer. Donc dès que je peux aller aussi prendre des bains de mer, je le fais. Voilà, mais l'essentiel pour moi, c'est vraiment des temps de pause, des temps de presque de rêverie dans la nature où je ne pense plus à rien, je fais que me nourrir de ce qu'il y a dans mon environnement. Ça correspond aussi à ta personnalité. Complètement. Et au fait que tu ressources dessus. En termes de lecture, de podcast, tu écoutes quoi? Tu lis quoi? Alors moi, je lis énormément, je lis beaucoup de choses, forcément sur le développement personnel, sur les neurosciences, les podcasts, j'écoute, moi j'aime bien écouter Métamorphose Podcast. C'est des interviews de beaucoup de thérapeutes, etc., qui ont des réflexions sur plein de sujets. Donc je me nourris de tout ça. Ça me permet de faire des relectures par d'autres angles de situations que j'ai pu rencontrer. Et moi, j'adore m'inspirer comme ça par des podcasts, par des lectures, qui me donnent un autre angle de lecture de situations que j'ai pu rencontrer avec mes clients, etc. Et c'est comme ça que je continue à progresser, à me développer, à m'enrichir. Ok. Les petites questions pièges maintenant. Ton pire moment dans ta carrière et ton meilleur moment? Bon, le meilleur moment, tu nous l'as un peu amené. Ouais, mon pire moment, ça a été un jour, j'ai eu un superviseur qui ne me convenait pas du tout et qui me dit « Bon, Nathalie, maintenant, il faut processer tes séances de coaching. » Et là, je savais plus. Qu'est-ce que tu entends par processer? C'est écrire, formater? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu développes vraiment. C'est plus intuitif. Ouais, c'est plus intuitif. Tu vas processer l'estime de soi, comment tu le travailles. La gestion des émotions, comment tu le travailles. Donc lui, il n'avait pas fait process.com, non? Non, pas du tout. Et là, du coup, je me suis retrouvée complètement handicapée. Et j'ai eu qu'une envie, c'était de me barrer de la séance de supervision. Et ça m'a marquée. Tu vois, je l'ai encore dans le corps en me disant waouh, mais je peux pas faire ça en fait. C'est pas moi. Ouais, t'as lutté contre. Ah ouais, j'ai lutté. Mais j'ai quand même essayé de faire l'exercice. Mais j'ai pas pu en fait. J'ai pas pu. Ok. Ça m'amène à une autre question. Quelle est la valeur de vie la plus importante pour toi? Je sais qu'il n'y en a pas qu'une seule, mais si tu en avais une à mettre en avant, ça serait laquelle? La valeur de vie. C'est quoi pour toi une valeur de vie? Je sais pas, la bienveillance peut être une valeur de vie. Pour moi c'est l'amour inconditionnel. De l'autre, de l'humain. Je crois que pour faire ce métier-là, c'est essentiel. Si t'aimes pas les gens, si t'aimes pas l'humain, si t'es pas curieux de l'humain, tu peux pas bien faire ce métier. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur le jugement. Moi, je suis pas là pour juger. Alors le jugement, c'est quelque chose qui est assez spontané chez nous les humains. Moi, j'ai travaillé à remplacer le jugement par la curiosité et par l'amour de l'autre pour vraiment découvrir qui il est. Donc le meilleur moment, tu nous l'as dit, c'est l'obtention, le décrochage de la médaille d'or. Ouais, là c'est beaucoup de fierté ça, à ce moment-là. T'étais là-bas? Non. En raison des mesures sanitaires, j'étais dans mon salon, il était 2h57 du matin, j'étais en chemise de nuit, dans mon salon, devant mon ordinateur, à me dire j'espère que TV5 va fonctionner.
Et donc là, je vis la course qui dure 6 minutes derrière mon ordinateur, toute seule. 3 heures du matin. Donc je suis passée par tout un tas d'états. Et puis j'ai eu un moment d'euphorie toute seule dans mon salon de mon ordinateur. Alors j'ai quand même échangé avec le staff qui était sur place à Tokyo. Et puis après j'ai essayé de me recoucher pour dormir, mais j'ai pas réussi. J'ai pas du tout réussi. Et j'avais hâte le lendemain de raconter tout ça à mes amis, à partager cette super moment avec mes amis et puis surtout avoir un échange avec Mathieu que j'avais accompagné pendant des années. Ça a été quoi ces premiers mots? Ses premiers mots, en tout cas son premier message, il m'a envoyé la médaille en photo et il m'a dit putain, elle est là. On l'a eu. Et là, moi, je me lève le matin et j'ai la médaille en photo. Et là, c'est juste, wow, j'ai encore l'émotion, c'est juste énorme. Si tu avais à donner un conseil à l'adolescente que tu étais, ça serait quoi? T'es différente parce que t'as des perceptions beaucoup plus fines que les autres et dans un champ qui n'est pas très visible. Et fais-toi confiance. C'est la bonne voie pour toi. Et tu vas apporter des choses aux autres en allant justement explorer cette zone que d'autres ne vont peut-être pas voir. Ok. Le super-héros que tu préfères? Mon super-héros, c'était ma grand-mère, qui était guérisseuse. Et je la trouvais incroyable. J'avais l'impression, moi, vu de mes yeux de petite fille, que c'était une magicienne. Et pourquoi une magicienne? Parce qu'elle agissait dans un champ qui était, elle aussi, pas très visible, en fait. Et je trouvais ça merveilleux. Peut-être une des clés qui t'a guidé sur ce chemin d'être coach derrière? Probablement que effectivement l'admiration que j'avais pour ma grand-mère m'a guidée. Je rêvais d'être comme elle quand je serais grande. Je me disais, waouh, ça a l'air super de soigner les gens comme ça en faisant un peu de magie, parce que moi j'avais cette image-là, je trouve ça fantastique. Et donc je crois que j'avais déjà cette fibre d'aider les autres en fait, en moi. Et d'ailleurs quand j'étais petite, je trouvais beaucoup d'animaux blessés et je les ramenais chez mes parents, des chats, des chiens, des oiseaux, et on les réparait, on les soignait. Nat, merci beaucoup. Merci à toi. Vrai plaisir de passer ce moment avec toi. On va enchaîner maintenant avec les autres interviews derrière avec les Canadiens que tu connais bien. Ouais, et que j'adore. Ils sont super. Je les vois déjà arriver avec les bouteilles de vin. Ils m'ont dit on va faire l'apéro quand même. Oui, ok. On se rejoint tout à l'heure et on dîne ensemble. Ça marche. Merci beaucoup Nat. Merci, salut. Bye bye.